Salut à tous et bienvenue. Dans un monde financier où tout semble de plus en plus incertain, il y a une vieille question qui revient sans cesse sur le tapis. L'or, c'est quoi au juste aujourd'hui? Une simple relique du passé ou bien la seule véritable ancre de sécurité pour notre patrimoine? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on attaque direct avec une question. Une question un peu choc. Imaginons le pire scénario. Demain, tout le système financier s'écroule. Plus de banques, la monnaie ne vaut plus rien. L'or qu'on pense avoir, qu'on croit posséder, il voudrait quoi réellement? C'est la question centrale qui va nous guider. Pour bien piger le rôle de l'or, il faut d'abord jeter un œil au système auquel il s'oppose. Notre système monétaire moderne, c'est un immense château de cartes, et sa fondation, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup plus fragile qu'on le croit. Nos euros, nos dollars, ce sont des monnaies qu'on appelle fiat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur valeur ne vient pas d'un actif tangible, comme l'or. Non, elle tient sur un seul fil, la confiance. La confiance qu'on a tous dans le gouvernement qui les émet. Si cette confiance disparaît, hop, la valeur s'évapore avec. C'est aussi simple et terrifiant que ça. Et ce n'est pas tout. Le système bancaire fonctionne sur ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. Imaginez un truc tout simple. Un vestiaire qui n'a qu'un seul manteau en stock, mais qui distribue 10 tickets différents pour venir le réclamer. Tant que tout le monde ne se pointe pas en même temps pour récupérer son manteau, ça roule. Mais vous voyez le problème, hein. Ce système crée de la monnaie à partir de la dette, bien au-delà de ce qui existe réellement en réserve. Et là, on touche à une différence, mais alors fondamentale. Un billet de banque, au fond, c'est une promesse. C'est la dette d'une banque centrale. L'or, lui, c'est tout le contraire. L'or, ce n'est la dette de personne. C'est un actif physique, tangible, qui a gardé sa valeur à travers les âges, justement parce qu'il ne dépend de la promesse de qui que ce soit. Alors, face à cette fragilité, à ce système qui repose sur la confiance, l'humanité a toujours eu un réflexe, une solution bien plus ancienne et qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Et l'histoire, elle, ne ment pas. Regardez un peu. En 2008, pendant la crise financière, quand toutes les bourses plongeaient, le cours de l'or, lui, grimpait en flèche. Dans des cas extrêmes d'hyperinflation, comme au Venezuela ou au Zimbabwe, où la monnaie ne valait plus même pas le papier sur lequel elle était imprimée, l'or est redevenu ce qu'il a toujours été. Un rempart, le seul moyen de préserver son pouvoir d'achat. C'est un réflexe de survie. Ce qui est fascinant avec l'or, c'est que sa demande vient de partout. Ce n'est pas juste un truc d'investisseurs ou de banquiers centraux. Pas du tout. Près de la moitié de la demande mondiale, c'est pour la joaillerie. Sa valeur est ancrée dans des cultures, des traditions millénaires. Le reste, ça se partage entre l'investissement, bien sûr, les réserves des États et même l'industrie technologique. Cette demande multiple lui donne une stabilité unique. Mais voilà, attention, parce que là, les choses se compliquent. À notre époque, à l'ère du numérique, le concept de posséder de l'or est devenu un vrai labyrinthe. De nouveaux produits financiers sont apparus, et avec eux, des risques dont personne ne parle. Et là, on arrive à la question qui tue. Est-ce que tout ce qui brille est vraiment de l'or? Entre une pièce d'or qu'on peut tenir dans sa main et un simple clic sur une application de trading, il y a un monde. Et en cas de crise majeure, ce monde, il peut faire toute la différence entre la sécurité et la perte totale. La différence, elle est énorme et il faut absolument la comprendre. Ce qu'on appelle l'or papier, les ETF, les certificats, ce n'est pas de l'or, c'est une créance, une promesse qu'une banque ou un courtier vous donnera de l'or si vous le demandez. L'or physique, lui, c'est l'actif lui-même, pas d'intermédiaire, pas de promesse. Et c'est là qu'entre en jeu ce fameux risque de contrepartie. C'est tout simplement le risque que celui qui vous a fait la promesse ne puisse pas la tenir. Ce fameux risque de contrepartie, ça nous amène à un mot un peu barbare, je vous l'accorde, mais qui est vital à comprendre, la réhypothécation. C'est peut-être le plus grand danger qui pèse sur ceux qui pensent détenir de l'or, mais qui n'ont en fait qu'une simple ligne sur un relevé de compte. Pour faire simple, c'est comme si vous donniez votre voiture à un voiturier pour qu'il la garde en sécurité. Mais sans vous le dire, le voiturier utilise votre voiture comme garantie pour contracter un prêt personnel. Votre actif, qui vous appartient, devient le collatéral de quelqu'un d'autre. C'est ça la réhypothécation. Le mécanisme est super vicieux en fait. On confie son or à un courtier. Lui, il s'en sert pour garantir ses propres opérations. Tant que tout va bien, personne ne voit rien. Mais le jour où le courtier fait faillite, eh bien, le droit de propriété sur l'or n'existe plus. On se retrouve simple créancier dans la même file d'attente que tous les autres, en espérant récupérer quelques miettes. Et ça, ce n'est pas juste une opinion. Écoutez bien ce que dit un rapport officiel du groupe sur la sécurité juridique de l'Union européenne. C'est très clair. Un client avec une simple créance contractuelle devient un créancier non garanti, obligé de faire la queue avec tous les autres. C'est une réalité juridique, pas une théorie du complot. Et attention, ce n'est pas de la théorie, ça s'est déjà produit. On a un exemple concret et terrible,
la faillite de MF Global en 2011. Des milliers de gens pensaient détenir de l'or ou de l'argent physique. Du jour au lendemain, leurs comptes ont été gelés. Ils ont découvert avec horreur qu'ils n'étaient que de simples créanciers. Résultat, ils n'ont jamais revu leur métal. Ils ont reçu, des années plus tard, une somme d'argent bien inférieure à ce qu'ils possédaient. Bon, maintenant qu'on a vu le côté un peu angoissant, la vraie question c'est comment on fait pour se protéger? Comment on s'assure que son or est bien un vrai refuge, une forteresse, et pas juste un château de cartes? Heureusement, il y a des solutions claires et concrètes. Il y a 3 règles d'or, sans mauvais jeu de mots, à suivre à la lettre. Premièrement, l'or physique, des pièces, des lingots, quelque chose qu'on peut toucher. Deuxièmement, le stocker en dehors du système bancaire, pour éviter les risques de faillite en chaîne ou de blocage des accès. Et troisièmement, c'est peut-être le plus important, le détenir en nom propre. Avoir un titre de propriété qui prouve qu'on est le seul et unique propriétaire légal de cet actif. Alors concrètement, quelles sont les options? Regardons ce tableau. Le coffre à la maison, bon, ça élimine le risque de contrepartie, mais niveau sécurité, c'est pas l'idéal. Le coffre à la banque, c'est plus sûr, mais ça nous lie au système bancaire. En cas de crise, la banque peut fermer, limiter l'accès. La solution qui coche toutes les cases, c'est le coffre privé, hors du système bancaire. Là, on a la sécurité maximale, zéro risque de contrepartie, et on reste maître de ses actifs. Au final, tout revient toujours à cette seule et unique question. Le jour où tout bascule, est-ce qu'on préfère avoir en main une promesse, un bout de papier, une ligne sur un écran, ou bien l'actif lui-même, réel, tangible? La vraie valeur de l'or, son rôle d'assurance ultime, elle est là. La question n'est donc plus faut-il posséder de l'or, mais plutôt comment le possède-t-on vraiment? Voilà de quoi réfléchir. Merci de m'avoir écouté.